Ces déclarations devront être retournées d'ici au 23 avril prochain, permettant ainsi de clarifier enfin la situation et d'amorcer l'indispensable processus de régularisation. Avec la disqueuse là, avec la disqueuse, le bébé rentre. Il y a un bébé à côté, à plusieurs que de côté. Qu'est-ce qui va se passer désormais? On parle d'ultimatum. Est-ce que des nouveaux dossiers vont être présentés? Est-ce qu'il y a une réunion avec la préfecture pour voir l'endossement des dossiers? C'est quoi l'avenir? C'est extrêmement compliqué de réaliser ce qui est imparti dans le temps imparti. On l'a fait, on est en train de le faire. Et oui, effectivement, on a continué ce matin à consolider un ensemble de projets, à trouver des partenaires, des parrains et à clarifier tout le travail qu'on mène sur le parcellaire. Si jamais il y avait intervention, vous ne comprendriez pas, compte tenu du geste que vous avez fait, et finalement c'était la seule chose demandée par le gouvernement depuis la mi-janvier. Si après le dépôt de cet ensemble, de ce dossier collectif, comportant un ensemble de fiches nominatives, le gouvernement choisit tout de même la voie militaire pour régler ce conflit, ça veut dire qu'il est prêt à intervenir militairement pour que les gens restent réduits au rang d'individus et ne puissent pas s'organiser ensemble à l'échelle d'un territoire. Pour l'instant, il y a les dossiers qui sont examinés par la DDTM depuis ce matin. Il y a, à notre connaissance, une rencontre entre la DDTM, la Chambre d'agriculture et la MSA cet après-midi. Il n'y a pas eu de convocation ou de proposition de rendez-vous de la part de la préfète ni de la DDTM pour la journée. Nous, on attend de voir quelle va être la communication gouvernementale. Ce qu'on sait, jusqu'à preuve du contraire, c'est qu'on a jusqu'à la fin de la journée aujourd'hui pour affiner ou présenter des nouveaux projets. Donc il y a un travail qui continue d'être mené sur ce plan-là. Mais l'ultimatum, il reste un ultimatum. Il n'y a eu aucune, depuis que le dossier a été déposé, il n'y a eu aucune communication gouvernementale qui allait dans le sens de l'apaisement. Donc on s'attend à la possibilité qu'ils reviennent intervenir. On ne sait pas l'ampleur que pourrait prendre cette intervention, mais on se tient toujours extrêmement mobilisés. Donc ça veut dire qu'on appelle tous les gens qui nous soutiennent et qui nous ont soutenus ces dernières années à se mobiliser s'il y a une nouvelle intervention et à venir sur la zone. Et on appelle, comme on l'a fait précédemment, à un gros rassemblement le dimanche qui suivra une intervention ici, pour continuer à réaffirmer qu'on est extrêmement soutenu et qu'on ne se laissera pas détruire, s'ils interviennent. Qu'est-ce que vous avez comme marge de manœuvre? Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un geste qui a été fait de la part des habitants de la zone. C'est plus à nous de faire un geste. C'est très clairement au gouvernement de faire un geste pour prolonger l'apaisement qu'il semble souhaiter et que nous on souhaite. Donc on attend un geste fort de leur part. C'est-à-dire? Un geste fort de leur part, c'est prendre en considération ce qu'on porte depuis des mois, c'est-à-dire un projet collectif qui correspond à la réalité des différentes activités qu'on mène ici. Est-ce que vous pouvez nous parler du fond de certains projets? Parce que... Oui. Vas-y. On pourrait par exemple vous montrer... JB, mettez-vous au milieu. JB de la Noé. On pourrait par exemple parler de la Noé verte à l'est de la zone. La Noé verte, c'est un îlot foncier d'une dizaine d'hectares qui est un maillage intense qui propose tout un tas d'activités. Donc l'association de la Noé verte qui porte en coprésidence, qui appuie plusieurs activités qui sont mon activité de maraîchage installée, déclarée depuis plus d'1 an dans cet îlot, un verger collectif porté par des groupements d'achat nantais, par des personnes issues de groupements d'achat nantais, l'installation d'un paysan crépier qui produit des céréales sur ce secteur, un jardin vivrier avec l'expérimentation en traction animale et le projet bien connu de conserverie qui est une infrastructure de la ZAD ouverte à toutes les personnes qui ont envie de transformer les aliments qui seront produits sur la ZAD, mais aussi au voisinage directement extérieur. Voilà, donc là on a, vous voyez, toute une imbrication de projets qui se permettent les uns aux autres d'exister. Moi, mon installation paysanne, elle a été entièrement
En fait, elle n'aurait pas existé si j'avais pas eu le soutien matériel de la ZAD, que ce soit les outils, que ce soit de l'appui pour de la réparation, que ce soit de l'aide dans des chantiers collectifs ou des moments où j'avais des coups de bourre. Je pense que moi, en retour, mon installation, elle amène sur place des outils nouveaux que je vais pouvoir mettre à disposition de toutes ces activités là d'abord, mais aussi peut-être d'installations nouvelles, qu'elles soient associatives ou personnelles. Et voilà, là on a une espèce de dynamique vertueuse qui est un peu l'exemple de ce qui se fait en petit, là, de ce qui se fait partout sur la ZAD, de ce qui est l'interdépendance d'un projet par rapport à un autre. Ça, c'est un exemple de 10 hectares, mais en fait, je crois qu'il y a d'autres projets qui pourraient très bien être décrits comme un peu partout sur le territoire. Voilà. Merci. Derrière les barricades, à quelques centaines de mètres du front, la vie continue de s'organiser sur la ZAD. Quand il est jeune, il le bouffe. Je sais pas comment ça se fait, la rhubarbe, vu que j'en mange pas. C'est vrai, c'est tout ça. En fait, faut pas la casser. Vincent et Julia se sont installés ici il y a 4 ans. On est à 8 jours d'occupation militaire. C'est la première fois qu'on a le temps de passer dans les champs 2 jours. En fait, toutes les soirées d'avant, on a rentré les brebis, on a arrosé les semis de nuit. En fait, on a fini les premières nuits à 1h du matin parce qu'on passait la journée à essayer de défendre nos lieux de vie et qu'on faisait le boulot qu'on doit faire le reste de la semaine de nuit. On va être bien à la bourre au bout d'un moment. J'en ai marre. La boue, j'en ai marre. La boue, j'en avais marre avant que les flics arrivent. Alors après, la poule, tu sors. Oh, le bordel. Pour pouvoir rester sur la ZAD, la préfecture exige un dossier d'installation agricole individuelle et déposé avant le 23 avril. L'État cherche à nous restreindre encore plus et donc à ne pas accepter des projets qui rentreraient dans un cadre légal à partir du moment où ils ont le moindre objectif collectif. En fait, l'État compte casser tout ce collectif-là et nous imposer des projets individuels. À l'autre bout de la ZAD, une ferme collective développe une activité de maraîchage. C'est du chou, alors ça n'a pas besoin de trop d'eau le chou. Faut faire, Même au tout début. faut que ça reste humide mais pas trop en fait le chou. La vie en communauté, un choix non négociable pour ses occupants. Ce qui est illustré dans cette lutte, c'est vraiment la confrontation entre différents imaginaires, différentes représentations du monde, et c'est le dialogue partant de là est assez compliqué à établir, même s'il y a des tentatives. Du coup, le rendez-vous avec la préfète, il n'y en a qu'un qui est prévu pour nous ? Il n'y en a qu'un prévisible parce que on veut faire passer le message qu'on ne peut pas discuter et se projeter dans l'avenir si on a le couteau sous la gorge ou le pistolet sur la tempe. L'ultimatum du 23 avril. Ah oui. Moi je pense qu'ils peuvent comprendre. Faut qu'ils s'arrêtent là. Et ils vont comprendre. Hein. Depuis 1 an, elle vend sur les marchés des plantes aromatiques cultivées sur la ZAD. Installée sans droit ni titre, Virginie a pourtant choisi de déclarer son activité à la MSA, la Sécurité sociale des agriculteurs. On a besoin d'un statut pour aller vendre au marché. En fait, on a besoin d'un papier qui dit qu'on est agriculteur pour aller vendre au marché. Mais par contre, en interne, on est aussi un facteur de division. On est une faiblesse sur laquelle le gouvernement peut s'appuyer pour diviser. Bon, là, jusqu'à présent, il n'a pas réussi. Ouais. Car Virginie fait figure d'exception dans le bocage. Le 17 janvier dernier, le gouvernement annonce l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et fixe ses conditions aux zadistes. Seuls pourront rester ceux qui auront un projet agricole inscrit dans un cadre légal. Une sélection que refuse la majorité des habitants de la ZAD. Si moi je rentre dans les critères, je vais pas rester alors que les copains partent, quoi, tu vois. Il y a vraiment ce truc de... on est un mouvement qui est soudé, et qu'en fait, au sein du mouvement, on a des statuts qui sont différents, qui peuvent être perçus comme... on pourrait percevoir le truc de se dire, il y a les bons et les méchants zadistes, mais en fait, l'abandon, c'est une victoire pour tout le monde, et ça sera pas que pour ceux qui rentrent dans les cases, quoi. Comme Virginie et Lucas, plusieurs producteurs de la ZAD n'excluent pas la mise en conformité.
Sarah est bergère non déclarée, mais pour elle, l'essentiel ne se résume pas à des démarches administratives. Trouver une forme de légalisation pour nos vies, ça ne veut pas dire recalquer des normes qui balayeraient tout ce qu'on a inventé ici. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on trouve une manière de reconnaître aussi ce qui s'est inventé ici de fort, plein de créativité qui vient répondre à des enjeux de société, à des enjeux aussi de développement agricole. Pour l'heure, les habitants de la ZAD sont exclus par l'État des discussions sur l'avenir agricole des terres. Un avenir qui sera étudié à partir de lundi par un comité de pilotage mis en place par la préfecture. Annoncé au dernier moment, Nicolas Hulot fait le déplacement. C'est lui qui préside la rencontre entre la préfète et les zadistes. On vient pour voir s'il y a réellement moyen de discuter et si on peut, avec une vraie négociation, pérenniser le dialogue entre nous et le gouvernement et du coup pérenniser à la suite ce qui se passe chez nous, pérenniser nos activités et poser le cadre qu'il faut. Les discussions se déroulent à huis clos et 2 heures plus tard, peu d'avancées. Merci. Est-ce que la présence de Nicolas Hulot a changé quelque chose finalement à cette réunion? Elle n'a pas changé les données fondamentales. Elle a changé, sans doute modifié l'ambiance, mais elle n'a pas changé les données fondamentales. Les traits tirés, Nicolas Hulot espère encore une porte de sortie. Ne rentrons pas dans une spirale de posture, de confrontation et de violence. Ne confondons pas écologie et anarchie. C'est maintenant à celles et ceux qui veulent construire l'avenir dans ce territoire de faire ce pas que l'on leur demande de faire. Ce que nous demandons, parce que ça n'a pas été le cas jusqu'ici, c'est que nous ayons des projets qui ne soient pas anonymes, qui soient bien nominatifs. Mais comme me le rappelait Madame la préfète, au Larzac, à l'origine, il y a eu d'abord des projets individuels. 3 jours avant la fin de l'ultimatum du gouvernement, 40 dossiers sont déposés en préfecture.